Bon, je vous présente Dr Mathieu Beauregard, qui m'a beaucoup aidé et soutenu dans l'organisation de la journée, hein? Qui est spécialiste en médecine nucléaire au CHU de Québec, professeur adjoint à l'Université de Laval et clinicien-chercheur. Il a complété sa résidence en médecine nucléaire et sa maîtrise en radiobiologie à l'Université de Sherbrooke, puis une formation complémentaire au Peter MacCallum Cancer Center à Melbourne. C'est au cours de cette formation qu'il a développé un intérêt marqué pour l'imagerie moléculaire et la thérapie radionucléidique des tumeurs neuroendocriniens. En 2012, il a mis sur pied un programme de thérapie radionucléidique des tumeurs neuroendocriniens, qui en fin de compte, c'est le PRRT, c'est ça? Qui est toujours le seul du genre au Québec. Son équipe comprend 2 autres médecins spécialistes dans ce type de traitement, les docteurs François-Alexandre Buteau et Alexis Beaulieu. Merci. Vous m'entendez bien à l'arrière aussi? Oui, parfait. Alors, merci pour l'introduction. Alors, effectivement, on va parler de thérapie en médecine nucléaire ou thérapie radionucléidique, principalement de PRRT, mais il y en a d'autres. On va les évoquer brièvement. Donc, c'est ça l'objectif de la session. On a eu une très bonne introduction, puis en fait, c'est logique, on passe toujours un après l'autre. Je passe toujours après le docteur Turcotte, mais c'est très complémentaire, très en lien, toute la médecine nucléaire diagnostique avec la médecine nucléaire thérapeutique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, la médecine nucléaire, c'est l'utilisation des radiopharmaceutiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Et les procédures diagnostiques consistent à visualiser la distribution du traceur dans le corps et s'il va aux endroits désirés, donc sur des tumeurs, ben, on peut utiliser un radiopharmaceutique très similaire, mais cette fois-ci dans un but thérapeutique. On traite ce que l'on voit, c'est la beauté de la chose. On ne donne pas des médicaments à l'aveugle en espérant pour le mieux. On sait d'avance qu'il va se rendre à la cible et on fait le traitement, puis on peut imaginer après où ce que notre traitement est allé et confirmer qu'il est allé où ce qu'on voulait. Et il y a un mot très à la mode là, dans notre discipline, très trendy, c'est l'appellation théranostique, qui est la combinaison de diagnostic et thérapeutique. Donc la médecine nucléaire théranostique. Il y a beaucoup de similitudes entre des traceurs qui sont diagnostiques ou thérapeutiques. Dans les deux cas, en fait, chaque traceur, peu importe diagnostic ou thérapeutique, utilise un mécanisme spécifique pour cibler la maladie, en l'occurrence, là, dans ce qui nous concerne, les tumeurs neuroendocrines. Puis les deux peuvent être imagés, tantôt par TEP ou scintigraphie. Ou SPECT, comme le Dr Turcotte l'a mentionné. Les différences, c'est les types de rayonnement. Il y a des rayons qui sont plus appropriés pour l'imagerie, qui sont détectés par les caméras. Puis il y a des rayonnements qui sont des particules, en fait, qui déposent leur énergie de façon très, très localisée. Puis c'est eux autres qui traitent la tumeur vraiment localisée. Puis quand ils combinent les deux, comme on va voir avec la PRRT, ben on sait que le rayonnement permet de savoir où ce que le traitement a eu lieu finalement. Et il y a aussi une question, on parlait des doses là, de radiation. Quand c'est des examens diagnostiques, les doses sont très faibles et beaucoup plus élevées, évidemment, pour ce qui est des procédures thérapeutiques. Le diagnostic, ça n'a aucun effet antitumoral, là, alors que c'est le but en ce qui concerne la thérapie. Donc, on a mentionné déjà presque tous ces examens-là, des examens diagnostiques, donc l'electroscan, le IMI-BG, à l'occasion, les phéochromocytomes paraganglions, donc certains sous-types là, de tumeurs neuroendocrines, ça peut être approprié, un IMI-BG, la scintigraphie osseuse occasionnellement, et la TEP, soit avec le FDG et le gallium-68, qui ont un rôle, comme vous l'avez vu dans la présentation de Dr. Turcotte, très complémentaire. Puis j'ajouterais aussi, même, des fois, un examen négatif, soit à un ou à l'autre, il ne faut même pas voir ça comme une déception ou que l'examen n'est pas bon. Parce que l'examen, il sert non seulement à détecter, mais à caractériser les tumeurs. Donc, si on sait qu'une tumeur est là, puis elle allume, dans notre jargon, on dit ça, elle allume ou elle capte ou elle ne capte pas, ça donne des informations sur cette tumeur-là. Donc, des fois, oui, le plus important, c'est de détecter s'il y a des métastases, mais quand on sait qu'il y a des métastases, c'est de les caractériser plutôt. Donc, la thérapie
En ce qui concerne les tumeurs neuroendocrines, l'objectif, c'est évidemment d'irradier, de donner une radiothérapie, mais contrairement à la radiothérapie que vous connaissez ou que la plupart connaissez ou que vous avez des proches qui ont eu, par exemple, un cancer du sein, un cancer du côlon, qui ont eu de la radiothérapie, c'est par des rayons X qui viennent de l'extérieur du patient. Nous, ça par des rayonnements qui viennent de l'intérieur. Donc, on injecte des molécules, des radiopharmaceutiques, des médicaments radioactifs, si on veut, qui sont assez intelligents pour trouver la tumeur et les irradier de l'intérieur. Et évidemment, on souhaite, pour pouvoir faire un traitement, il faut que la captation ou l'accumulation dans la tumeur soit plus élevée et on espère beaucoup plus élevée que l'accumulation dans n'importe quel autre organe du corps. On veut irradier plus les tumeurs que les organes sains, évidemment. Et quand c'est pas possible, quand les tumeurs ne l'accumulent pas assez, c'est là qu'on va peut-être se décourager de choisir de ne pas donner ce traitement-là, finalement. Ça pourrait faire potentiellement plus de tort, puis on le voit que ça ne donnera probablement pas grand-chose s'il n'y a pas assez de concentration dans les tumeurs. Puis, pour quand est-ce qu'on va traiter une règle générale, là, et c'est tout du cas par cas, mais en général, c'est des maladies qui sont progressives ou symptomatiques malgré les traitements médicaux. Donc, un patient qui a une tumeur neuroendocrine, on sait qu'il est là, on sait qu'il y a X nombre de métastases, si elle est stable dans le temps, ou minimalement, là, ça progresse de moins qu'1 millimètre par année, puis que le patient n'a pas de symptômes, c'est pas le temps de traiter, il n'y aura pas de bénéfice. Il faut avoir un but, au-delà de juste, oui, on aimerait toujours ça, réduire les tumeurs, mais si elles ne causent pas de troubles, sont stables, habituellement, on va s'abstenir de traiter. Et aussi, par le fait que la PRRT, les traitements, en fait, radionucléidiques en général, dont la PRRT, ils vont être moins efficaces quand plus les tumeurs sont indolentes. Parce que, bon, je ne rentrerai pas dans les détails qui font que c'est comme ça, mais donc, plus une tumeur croît lentement, plus elle est difficile à traiter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que moins elle est susceptible de causer des symptômes du trouble à court ou moyen terme. Et dans certains cas, on va traiter les maladies qui sont stables, mais que, par exemple, les symptômes hormonaux ne sont pas contrôlables par le sandostatin, par exemple, ou d'autres médicaments de support. Fait que ça peut avoir un rôle, on peut avoir un bénéfice là-dessus. C'est un traitement que je dis toujours, en fait, c'est un traitement palliatif, mais seulement par opposition à, c'est pas un traitement curatif comme la chirurgie peut l'être. Dans le fond, on peut très rarement en guérir, c'est peut-être 1 à 2 % de rémission avec nos traitements, si bien qu'on ne le mentionne pas comme une possibilité quand les patients viennent nous voir. C'est plus des petits miracles. Ça arrive avec à peu près tous les traitements de temps en temps. Dans le traitement palliatif, des fois, il y en a qui vont guérir ou mettre les patients en rémission, mais ce n'est pas un traitement palliatif dans le sens fin de vie, comme on l'entend au sens plus commun du terme, là, pour les cancers plus communs, ou ce que quand on est en soins palliatifs, c'est parce qu'il n'en reste pas long à faire. C'est juste parce qu'on ne peut pas en guérir avec ce traitement-là. C'est un traitement, comme on l'a dit abondamment aujourd'hui, qui vise à contrôler la tumeur. Il y a deux façons de faire des thérapies radionucléidiques. La plus commune, là, ce qui est le cas de la PRRT, c'est injecté par voie intraveineuse. C'est aussi le cas des traitements OIM-IBG, encore là, qui s'adressent seulement à des sous-types de tumeurs neuroendocrines, mais c'est encore pertinent aujourd'hui. On en donne de temps en temps pour des phochromocytomes, des paragangliomes qui accumulent très intensément le IBG. On peut le donner pour un scan ou pour un traitement. Et il y a d'autres traitements comme la radioembolisation, c'est des microsphères radioactives qui sont injectées dans l'artère hépatique. Ça fait partie de la classe des traitements régionaux dont on a entendu parler ce matin, qui sont moins communs, moins disponibles, mais encore à l'occasion. C'est vraiment, on pense que c'est le meilleur traitement. Certains centres qui pourraient l'offrir. Nous, c'est dans notre objectif de peut-être l'offrir à moyen terme. Donc, c'est un autre type de traitement. Alors, la PRRT, là, le traitement le plus commun pour les tumeurs neuroendocrines, c'est l'acronyme de Peptide Receptor Radionuclide Therapy. Et c'est des analogues de la somatostatine qui sont radiomarqués, donc le même octréotate, mais au lieu du gallium, on change le gallium pour le lutetium 177, qui est un radioisotope approprié pour la thérapie. Donc, on a une vraie molécule théranostique, c'est la même molécule avec, on change la lumière finalement, une lumière juste pour voir, puis une autre lumière pour irradier. Donc, de façon non surprenante, comment on peut être admissible? Bon, on a parlé de une tumeur progressive ou symptomatique et qui doit être positive à l'électroscan ou à la tête au gallium-68. Si on ne voit pas
l'expression des récepteurs de la somatostatine par un ou l'autre de ces examens-là, on sait qu'on ne pourra pas traiter. Ça ne donne absolument rien. On va juste perdre du temps, perdre de l'argent pour le système de santé. Puis, même si la PRRT est peu toxique, ben, on pourrait juste risquer des effets secondaires quand on sait que ça ne marchera pas. Alors, ici, j'ai mis côte à côte chez le même patient les 3 types d'imagerie qu'on peut faire. Dans le... c'est vrai, le pointeur ne marche pas. Ici, à gauche, c'est l'octroscan, évidemment, avec une belle tempête de neige. On devine qu'il y a quelque chose probablement dans le foie ici. Et ce même patient-là a eu un scan au gallium, octreotate, où ce qu'on voit que ça, c'est la lésion hépatique, mais on voit une multitude de très petites lésions osseuses. Et ce patient-là a eu, à peu près dans le même temps, un traitement au lutécium octreotate, qui utilise la même technologie d'imagerie qu'un indium, mais comme c'est de l'octreotate qui est meilleur, il va plus fortement au récepteur, finalement, avec l'œil, si on fait abstraction juste de la technologie de la caméra, on voit que la distribution est exactement la même. Je suis capable de deviner presque chacune, en tout cas des plus proéminentes. Donc, je sais que mon traitement, même si je ne vois pas les lésions, avoir eu ce scan-là avant, je sais que même si je ne les vois pas toutes ici, elles sont traitées quand même. Fait que c'est donc la beauté de notre approche théranostique. Comment ça se fait un traitement au PRRT? D'abord, on commence par 4 cycles initiaux qu'on appelle d'induction, qu'on donne aux 2 mois environ. C'est une procédure qui est ambulatoire, à moins qu'on ait une raison médicale de vouloir surveiller le patient. Donc, c'est une base externe. Le patient vient une bonne partie de la journée, qui est le mardi pour l'instant, ça pourrait changer, mais à l'Hôtel-Dieu de Québec, on donne une pré-médication antinauséeuse. Pas tellement que l'octreotate, le traitement de PRRT en soi donne la nausée, mais c'est plus les acides aminés qu'on donne aussi, une co-médication. Les acides aminés, on donne ça aussi par les veines pendant les quelques heures autour du traitement, et c'est pour protéger les reins. Ça diminue la quantité de radiation qui va aller coller aux reins. Et c'est ça qui peut donner de la nausée, mais c'est quand même tolérable avec la prémédication. Et durant cette infusion d'acide aminé-là, on donne le traitement comme tel, qui lui, on le pousse là, intraveineux sur une 15 à vingtaine de minutes. Et on fait de l'imagerie après le traitement, comme celle que je viens de montrer, donc des scans, le lendemain, puis 3 jours après. Puis là, on va voir l'accumulation dans les tumeurs, dans les organes, le lendemain, puis la rétention, quand on fait une autre imagerie, est-ce que c'est éliminé rapidement, comme dans la plupart des organes, ou c'est bien retenu dans les tumeurs, c'est ce qu'on souhaite. Fait qu'on va tout voir ça sur les images, donc le mercredi et vendredi, puis le vendredi midi, le patient, surtout quand il vient de l'extérieur, évidemment, il va passer la semaine à Québec, mais en externe, et va quitter le vendredi midi. Donc, en termes d'effets secondaires, c'est très bien toléré par la plupart des patients. Les effets secondaires aigus, c'est, comme on a dit, nausées, vomissements. Ça peut arriver surtout à cause des acides aminés. Il peut aussi avoir des augmentations temporaires, soit de douleur, si le patient en a déjà, ou une nouvelle douleur qui se développe, ou une augmentation des symptômes hormonaux. Donc, un patient qui a de la diarrhée, du flushing, des fois, c'est pire dans les jours, les semaines qui suivent le traitement. Et c'est quand la radiation commence à attaquer les tumeurs, en fait, ça peut faire un peu d'inflammation, donc faire comme si la tumeur grossissait un peu, elle enfle et causer de la douleur. Puis, les symptômes hormonaux, la radiation peut faire que sous l'attaque de radiation, la tumeur va relâcher plus d'hormones et causer là, des augmentations de ces symptômes-là. C'est relativement rare, puis c'est rare que le patient va être hospitalisé à cause de ça. Et c'est habituellement un bon signe, finalement, que le traitement commence déjà à agir, quoique la majorité des patients n'ont pas, puis ça ne veut pas dire que le traitement ne marchera pas. C'est juste qu'on l'observe, on a tendance à voir que c'est associé à des bonnes réponses. J'ai dit ces formules sanguines, dont des tests de laboratoire aux 2 semaines là, après chaque cycle. Et c'est surtout les plaquettes et les globules blancs qu'on surveille, qui peuvent s'abaisser temporairement. La plupart du temps, c'est léger, on ne fait rien avec ça, ça revient tout seul. C'est très, très rare qu'on doive donner des transfusions, des choses comme ça, beaucoup moins fréquents qu'avec des formes plus agressives de chimiothérapie. Les effets à long terme, ils peuvent être sévères, mais qui sont très, très rares. Donc, ce qu'on voit plus communément, c'est une légère diminution de la fonction rénale au fil des années, suivant
le début de la PRRT, mais rarement sévère pour qu'on se rende à la dialyse. On parle de moins de 1% des patients, et ces patients-là, il y avait déjà une insuffisance rénale à la base. Donc oui, un patient qui a déjà une insuffisance rénale, ses reins fonctionnent moins bien. On pourrait peut-être accélérer la diminution de la fonction, mais moi, je n'ai pas eu de mon expérience encore un patient qu'on a pu clairement identifier, il s'est rendu en dialyse à cause de la PRRT. C'est extrêmement rare. Et soit des leucémies secondaires, myélodysplasie, c'est une autre forme d'atteinte de la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines. C'est extrêmement rare, encore une fois. J'en ai eu un patient qui a, sur peut-être 150 patients que j'ai vus encore depuis toutes ces années-là, qui en a eu, donc ça concorde avec ces statistiques-là. Et c'est typiquement des patients qui ont eu plusieurs traitements, dont de la chimiothérapie, donc leur moelle était peut-être déjà un peu affectée par les autres traitements. Ça se peut que notre traitement ait contribué à précipiter ou pas, mais ça, on peut difficilement le savoir. Maintenant, donc, tout ça pour dire que globalement, c'est très bien toléré. Les complications sévères sont extrêmement rares. Et maintenant, les points plus positifs. Ben, le premier, c'est environ 80%, donc 8 patients sur 10, qui vont tirer un certain bénéfice de la PRRT en termes de contrôle tumoral. Donc, pour les patients dont la tumeur progressait, on peut en stabiliser environ 40% et un autre 40% qu'on va avoir un rétrécissement. Chez des patients qui ont des symptômes, au moins 2 tiers des patients, selon les symptômes, mais en moyenne, 2 tiers des patients vont avoir une réduction de l'intensité, de la fréquence des symptômes ou l'usage de médicaments pour les soulager. Bon, on disait c'est un traitement palliatif dont le but, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et c'est rapporté qu'on administre des questionnaires standardisés et validés. Environ 1 tiers des patients rapportent via ce questionnaire-là une augmentation globale de leur qualité de vie. Et on a des évidences que ça retarde la progression ou la reprogression de la maladie de plusieurs mois et parfois même quelques ou plusieurs années, et même de prolonger la survie. Il y a une étude qui a prouvé ça l'an dernier, du moins pour les tumeurs intestinales, mais probablement ça va être le cas pour d'autres tumeurs quand il va y avoir des études qui vont être complétées. Et dès qu'on a un bénéfice, quel qu'il soit, même si sur les scans, peut-être la tumeur va continuer à progresser un petit peu, on ne sait pas, mais le patient nous dit « je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, ça va mieux », juste ça, c'est assez pour nous pour offrir de continuer les traitements. Et quand on les continue au-delà des 4 premiers cycles, on les appelle des traitements de maintenance. C'est typiquement, ça peut être un cycle de temps en temps, et cet intervalle-là est selon chaque patient. Il y en a que ça va être aux années, il y en a qu'il faut traiter un petit peu plus qu'aux années, un petit peu plus tôt, d'autres, on peut être quelques années sans traitement. Mais si on a démontré que la tumeur était sensible, elle risque d'être sensible à nouveau au traitement dans le futur. Donc au début, on a un traitement un petit peu plus intensif, de 4 cycles aux 2 mois, puis après ça, on va plus espacer, mais le but est de maintenir, comme le type le dit, de maintenance, maintenir la bonne réponse initiale le plus longtemps possible. Malheureusement, par contre, s'il n'y a aucun bénéfice tangible après 4 cycles, c'est pire sur les scans, le patient va moins bien, il y a peu d'incitatifs à continuer les traitements. Au contraire, on est peut-être mieux d'aller vers d'autres options, là. Par exemple. Et ici, c'est un exemple d'Octreoscan, donc l'ancienne technologie, là, avant et après. Bon, peut-être qu'un scan au gallium-68 montrait encore des petites tumeurs résiduelles, mais dans ce cas-ci, l'Octreoscan, il y avait quand même plusieurs tumeurs assez volumineuses qui sont presque toutes disparues. On en devine encore quelques-unes, mais clairement, c'est une bonne réponse, et probablement que même un scan au gallium-68 aurait montré la même degré de réponse là, avant et après. Je suis sûr que le Dr Turcotte a vu quelques-uns de patients qui ont bien répondu à nos traitements. La PRRT au Canada, c'est quoi un peu l'état de la situation? Ça a commencé, le premier centre à l'offrir, ça a été le Cross Cancer Institute à Edmonton, suivi de près par London, en Ontario. Et on est arrivé, là, ça c'est les autres sont en dernière position, on est arrivé 3e dans la course, et maintenant il y a un essai multicentrique. Ils ont maintenant à ce jour 4 sites, 4 sites, dont 3 à Toronto, 1 à London ou 1 à Hamilton, je crois, qui l'offrent en Ontario. Donc il y a quand même, bon, c'est une maladie rare. Présentement, il n'y a pas de commercialisation imminente de ce traitement-là au Canada. Donc, c'est tous des essais cliniques à chacun de ces endroits-là. Mais quand même, compte tenu,
oui, hein, c'est un désagrément pour les patients de voyager, mais on a quand même une certaine couverture géographique à l'échelle du Canada. Évidemment, ben, on traite des patients, là, pas juste la plupart du Québec, mais de l'Est des Maritimes et occasionnellement des Prairies. Donc, ça, j'ai mentionné. C'est tous des essais non commandités, donc on ne vous payera pas pour y participer. C'est tout développé par des médecins et des équipes multidisciplinaires sur place et c'est payé par les régimes publics dans notre cas, via le budget de l'hôpital. L'hôpital a accepté de l'offrir, mais la RAMQ ne verse pas une scène pour ça à ce jour. Puis, chaque essai a des particularités. Donc, vous, pour la plupart, si jamais vous êtes référé, ça risque d'être chez nous. Mais bon, anciennement, il y en avait qui allaient à Edmonton il y a quelques années. Et bon, il y a des petites différences, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est toute la PRRT. Bon, dans le cas qui nous concerne, au CHU de Québec, on va... la molécule, le lutécium octreotable, c'est pas expérimental, ça fait 20 ans que ça existe en Europe, puis en Australie, ou presque aussi longtemps. Nous, ce qu'on va essayer d'optimiser, puis là on parle d'optimisation, d'essayer d'aller chercher une petite affaire de plus d'efficacité, c'est en optimisant la quantité qu'on donne à chaque patient, au lieu de donner la même quantité à tous les patients, qui est en nos unités de radioactivité, c'est des millicuries, donc 200 millicuries par cycle à tout le monde. Nous, on l'ajuste pour chaque patient en fonction de son gabarit, sa fonction des reins et aussi, surtout la quantité de radiation qui est absorbée dans les organes. Pourquoi qu'on ne l'ajuste pas par rapport à celle d'un tumeur? On veut donner le maximum aux tumeurs. Il n'y a pas une dose aux tumeurs qu'on sait qui guérit, qui éradique les tumeurs, donc on essaie juste de l'augmenter, mais tout en restant dans des limites raisonnables qu'on sait qui sont sécuritaires pour les organes. Puis il y a certains patients qui ont été capables d'en administrer 4 fois plus que la dose standard qu'il y aurait eu dans un protocole empirique. Un petit mot, je vais être très bref, donc des traitements au MIBG, marqué à l'iode 131, ça se donne encore à l'occasion pour des tumeurs, phéochromocytome, paragangliome. Même chez des enfants, il y a le neuroblastome qui est dans cette même famille, la version infantile, si on veut, de ces maladies-là, ou apparentées, je devrais dire, et qu'on peut donner ces traitements-là. Et l'admissibilité, ben, au-delà que la tumeur doit être progressive ou symptomatique, ben, c'est le scan au MIBG qui doit être positif. Et je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais bon, c'est un petit peu juste légèrement plus complexe à donner. Là, les patients doivent être hospitalisés à cause du type de radiation et tout. Ça, c'est un exemple de scan. Là. Le même principe, on voit la distribution du traitement. Et finalement, la radioembolisation, qui est peut-être moins courante ces temps-ci, quand même, mais qui s'inscrit dans les techniques d'embolisation. Il y a le choix l'embolisation seule, la chimioembolisation puis la radioembolisation. C'est des petites billes de verre ou de résine qui vont avoir un isotope qui s'appelle yttrium 90 dans ce cas-là. Et au lieu d'un mécanisme moléculaire, donc une clé qui trouve son cadenas, comme docteur Turcotte le mentionnait tantôt, ben là, c'est des petites billes, donc c'est une façon mécanique, si on veut, de délivrer, au lieu d'un mécanisme moléculaire, c'est un mécanisme mécanique. On injecte dans une artère, puis ça va aller bloquer dans les petits capillaires, les plus petites artères, qui en a beaucoup plus dans les tumeurs que dans le foie sain, puis ça va donner une radiation au niveau du foie de cette façon-là. Je vais sauter sur les détails. Donc, en résumé, ben, la médecine nucléaire, c'est d'abord de l'imagerie diagnostique, une imagerie qui est fonctionnelle, complémentaire à la radiologie, qui permet l'évaluation non invasive de certaines caractéristiques spécifiques des tumeurs non-endocrines. La thérapie radionucléidique utilise ces caractéristiques spécifiques-là pour cibler les tumeurs. C'est une approche unique qu'on appelle théranostique, et où on va traiter ce que l'on voit. C'est une modalité qui est complémentaire, ça c'est une des choses qu'il faut retenir, aux autres thérapies médicales et chirurgicales qu'on a vues toute la journée. C'est seulement une des options. Il y a une efficacité qui est maintenant établie et une faible toxicité. Et finalement, ben, ces deux, l'imagerie et la thérapie, c'est administré par des spécialistes en médecine nucléaire qui sont maintenant des membres essentiels de l'équipe multidisciplinaire pour la prise en charge des patients souffrant de tumeurs non endocrines. Un petit mot sur notre équipe au CHU de Québec. On les a mentionnés dans l'introduction, mes deux collègues, donc Dr Buteau, Dr Beaulieu. Alors, si vous êtes référé chez nous, ce ne sera pas nécessairement moi que vous allez voir, mais on travaille tous ensemble, tous les cas, on les discute entre nous et au besoin en équipe multidisciplinaire. On a tous les technologues vont faire l'imagerie. On a certains technologues, 3 d'entre eux. Donc, Nancy est ici dans la salle.
est-ce qu'elle est où, Nancy? Dans le fond, là-bas. Nancy et Simon et Gilles Philippe, qui sont les 3 technologues spécialisés en PRRT, ceux qui vont préparer le produit le matin du traitement, faire le radiomarquage, préparer la molécule, et aussi assister à son administration. Il y a aussi d'autres, c'est vraiment, c'est pas comme donner juste une pilule sur la tablette, là, c'est beaucoup plus complexe de donner des traitements. Il y a beaucoup de monde impliqué, dont le personnel infirmier des soins ambulatoires et du 13e étage, où il y a les chambres isolées là, qu'on donne les traitements. Le personnel de la pharmacie nous prépare les acides aminés, entre autres, puis toutes les autres médications. Et évidemment, tout ça se fait en collaboration avec notre équipe multidisciplinaire au CHU de Québec, là, qui comprend endocrinologue, oncologue, chirurgien et j'en passe. Donc, voici la présentation. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui. Je voulais savoir, les métastases, c'est quoi la différence, la tumeur, la métastase? Vous attaquez avec le médicament la tumeur, mais ça touche aux métastases aussi qui ont un peu partout. Alors, la question, est-ce que c'est comment on cible finalement? Est-ce qu'on cible plus la tumeur ou plus les métastases? La réponse, c'est on cible tout. Tout ce qu'on voit sur le scan, au gallium-68, on sait qu'on va le traiter, ou à l'altroscan aussi, là, on sait qu'on va le traiter avec notre traitement au lutécium. Là. Donc, le traceur, donc l'octréotate, qui est marqué au lutécium 177, va se promener partout dans le sang. Puis chaque fois qu'il y a une tumeur, que les récepteurs, bien, il va lui coller. Que ce soit, il ne fait pas la différence entre une métastase ou la tumeur primaire. Tout va être traité plus ou moins également. Là. En autant qu'il y ait tous les récepteurs. C'est ça qu'on vérifie avec des scans. Ça arrive à l'occasion que un patient va avoir une maladie dite hétérogène. Ça veut dire qu'il va avoir certaines, le primaire, par exemple, puis quelques-unes des métastases qui vont avoir les récepteurs qu'on voit au gallium. D'autres métastases qu'on voit des lésions là, claires sur le scan ou l'IRM, mais qui n'ont pas le récepteur. Là, on fait une TEP au FDG, voir si c'est une maladie qui, on appelle ça dans notre jargon, dédifférenciée. Ça veut dire, différencier, c'est un peu plus indolent, plus gentil, entre guillemets, puis dédifférencié, c'est plus méchant, plus agressif. Ça veut dire qu'il progresse plus vite. Alors, l'autre type de scan au FDG va permettre de voir ça. Puis là, si on a ça, on va peut-être dire, wow, on va peut-être pas faire la PRRT tant qu'on ne s'est pas occupé des lésions qui n'ont pas les récepteurs. Ça donne rien d'en traiter la moitié. Si l'autre moitié sont potentiellement plus méchantes. C'est tout ça. Mais disons, chez le patient typique, toutes les lésions vont avoir, les récepteurs vont toutes être visibles, on les traite toutes en même temps. Donc, c'est un traitement qui est systémique dans le sens qu'on injecte dans une veine, mais qui est à la fois ciblé, là, parce qu'il va aller seulement sur, presque, majoritairement sur les tumeurs et moins dans les organes. Ça répond à votre question? Oui. Merci. OK. Un patient est rencontré par son endocrinologue, son oncologue, a été pour gallium 108. Il est stable. Elle est, dans le cas de ma conjointe, elle est stable. À quel moment est-ce qu'on regarde, par exemple, pour voir si le PRRT pourrait soit éliminer les quelques lésions, métastases qui sont, exemple, dans son foie? Est-ce qu'elle devrait ou on attend que ce soit instable pour faire la prochaine étape? Oui, effectivement. Effectivement, on va attendre la progression. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on n'est pas capable d'éradiquer la maladie avec la PRRT, même s'ils sont petites. Ça n'a pas tellement la grosseur des tumeurs, c'est pas ça qui détermine notre capacité à les éradiquer ou pas. Puis même s'ils sont petites, on ne peut pas les éradiquer, à part 1% des patients, mais on ne traiterait pas 100 patients pour espérer en guérir un. Là. C'est ça d'une part. C'est un traitement qui est palliatif visant à contrôler. Si la tumeur est déjà bien contrôlée, on est aussi bien d'attendre qu'il y ait un problème, à se remettre à progresser, puis là, on va avoir un beaucoup plus gros impact. Peut-être dans quelques mois, quelques années, plusieurs années. L'autre chose que j'ai brièvement mentionné encore là, je pourrais en parler pendant une heure ou plus, mais il y a toute la question de la biologie des tumeurs. Plus le cancer est lent, indolent ou stable, ça veut dire
zéro prolifération, c'est-à-dire les tumeurs ne se multiplient pas, les cellules individuellement ne se dédoublent pas. C'est les cellules tumorales ou les tumeurs qui sont les plus résistantes. Fait que notre traitement est encore moins susceptible de les rétrécir. Fait qu'on a deux bonnes raisons là, pour attendre. Alors que si elle se met à progresser, non seulement là, ça va être le temps de faire quelque chose pour empêcher que ça prenne des proportions et éventuellement causer des problèmes, et à la fois, on va avoir plus de chances certainement de stabiliser, mais même de rétrécir quand les tumeurs vont être en prolifération active. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions? OK. On passerait à la recherche